Et salut à tous, bienvenue sur The Trick Play Podcast pour les TTP Preview de 2025. Aujourd'hui, on va parler de Ohio State et je suis accompagné de Léo. Léo, comment ça va? Salut Robin, merci de l'invitation, ça va super bien. Eh ben, exactement, comme tu le dis, t'es un invité pour ce podcast. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ta passion pour Ohio State, qu'est-ce que tu fais sur le compte Ohio State France, etc. Puis voilà, un peu nous dire ton ressenti sur la saison à venir aussi. Écoute, tout d'abord champion en titre. Et puis non, je tiens le compte @Buckeyes France depuis août 2023, je crois que je l'ai ouvert. Et donc, j'essaye de traiter l'actualité, bien sûr, en général foot, mais j'essaye de faire basket, hockey, un peu de baseball, softball, basket féminin. J'essaye de relayer toute l'info sportive des Buckeyes en général. Ouais, très très cool et comme tu le dis déjà, merci d'être là en tout cas et puis merci pour ton travail sur le compte, hein. C'est vrai que comme tu dis, tu fais pas mal de choses donc ça c'est plutôt cool de voir un compte actif comme le tien. Puis tu as passé, on va pas se mentir, plutôt une bonne saison. Est-ce que voilà, si je fais un peu le récap de la saison 2024, Léo, champion national 2024 comme tu l'as dit. Est-ce que tu l'as senti dès le début ou dès le début tu t'es dit ah, attention, on n'est pas sûr ou allez, en septembre tu t'es dit ok ça y est, il y a moyen d'y aller. Non, j'avoue qu'en début de saison, j'étais pas très serein, surtout après le Cotton Bowl face à Missouri et une énième défaite face à Michigan. Donc en début de saison 2024, j'étais pas super serein, mais au fur et à mesure, je me suis dit bon, ça va, on déroule relativement bien. Et puis oui, effectivement, défaite à Oregon d'un point sur un dernier drive où Will Howard pose le genou et il n'y avait plus de temps. Donc bon, voilà, j'ai envie de te dire, c'était pas la défaite la plus humiliante de la saison. Puis après, on va gagner à Penn State, vraiment dans un match de tranchée où on va chercher le match avec une interception absolument géniale de Igbinoson pour clore la première mi-temps. Et puis un stop en goal line monstrueux pour finir le match. Et ensuite, on remonte tout le terrain pour aller chercher toutes les tentatives qu'il faut pour faire couler le temps. Donc, et puis ensuite, bon, Indiana, où c'était pas simple, mais un punt return de Caleb Downs nous a délivré, et puis ensuite on a déroulé tranquille. La défaite face à Michigan dans un non-match des Buckeyes, très clairement, hein. Voilà, on a essayé de faire un jeu qu'on n'a pas joué de toute la saison, donc forcément, à un moment, on s'est cassé les dents. Et puis, ouais, on a un peu cédé sous la pression, quoi. Donc, ensuite, est-ce que j'enchaîne sur les playoffs? Oui, bah tu peux, hein, avant d'enchaîner sur les playoffs, cette défaite face à Michigan, c'est la quatrième défaite d'affilée. Ryan Day, ça fait 5 ans qu'il est là, 5 ans enfin une seule victoire. Ça fait mal. Est-ce que voilà, juste petit ressenti à froid maintenant, mais à chaud, est-ce que après la défaite de Michigan, tu t'étais dit, ok, c'est fini l'expérience Ryan Day, elle est terminée, on arrête, on change de coach. Est-ce que tu étais un de ces joueurs, un de ces fans qui appelait à la tête de Ryan Day ou au contraire, tu étais là en mode on laisse confiance? Bah moi, comme tout bon fan d'Ohio State, je surréagis, hein, donc forcément, 4 défaites de suite face au rival, dans le plus grand match qui est dans le college football en saison régulière, du moins maintenant, forcément, 4 de suite, je voulais qu'ils sautent. Déjà, l'année dernière, enfin l'année d'avant, la saison d'avant, tu perds avec McCord et Marvin Harrison Jr. absolument monstrueux. Bon, tu perds encore pas de très loin, mais tu n'es pas capable de gagner ce match. Et puis là, c'est vrai que cette saison, enfin, la défaite, en fait, c'est un non-match, quoi. Après,
tu as Jeremiah Smith qui met un TD, mais sinon, il y a rien du match. La défense qui cède en fin de match, alors qu'elle faisait quand même un bon match. Après, on pourra parler du niveau de Michigan l'année dernière, mais ça reste. Enfin, c'était une bonne prestation jusqu'à qu'on craque, quoi. Un plaquage raté de Jack Sawyer en troisième pour les laisser aller foutre un field goal ou je sais même plus parce que j'ai même pas regardé de. Enfin, je me suis même d'habitude vraiment, je fais à chaque fois un replay, etc. Là, aucun replay. Dégoûté. Je voulais la tête de Ryan Day, donc à l'approche des playoffs. Très clairement, j'y croyais plus. Hein. Moi, perso, je croyais pas en cette équipe parce que je me suis dit, tu perds contre le pire Michigan des 5, 10, 15 dernières années. Bon, peut-être pas, mais et donc du coup, à un moment, tu perds un peu espoir, très clairement, et tu veux que le coach, et on sait qu'en college football, c'est quand même le mec qui est sur le devant de la scène, donc tu veux qu'il saute. Voilà. Après, enchaînement sur les playoffs, tu commences un match à domicile pour le premier match à Columbus et au Horseshoe en playoff de tous les temps, face à Tennessee qui, moi, pour le coup, je me suis dit, bon, c'est traquenard et tout. Sauf qu'en fait, j'ai vu les Volunteers faire les malins avant le match et je me suis dit, non, on va les détruire et puis on les a bien détruits, quoi. Puis après, vous avez directement enchaîné avec Texas. On oublie le Rose Bowl totalement. Non, non, effectivement, après la victoire contre Oregon, moi, je vais te donner mon point de vue. Je sentais que ça partait mal euh, lors du match contre Oregon, contre Ohio State, parce que vous aviez justement ce match contre Tennessee, vous étiez super fort. Et Oregon n'avait pas joué depuis 5 semaines, quelque chose comme ça faisait longtemps. Et au final, toi, comment tu l'as vécu ce Rose Bowl? C'était la nouvelle année. Est-ce que tu avais fait quelque chose ou est-ce que tu étais devant le match? Non, du coup, j'étais devant le match parce que Rose Bowl, contre le numéro un vaincu, je me suis dit, bon, et bah, je me suis pas loupé cette fois-ci. Vraiment, juste impressionnant. C'est vrai qu'à un moment, tu te dis, mais est-ce que c'est réel? Enfin, 34-0, il reste 2 minutes dans la mi-temps. Tu te dis, bon, enfin, pourquoi continuer à jouer limite? Tu vois, tu te dis, bon, pourquoi faire la deuxième mi-temps? Venez, on fait tout de suite. Puis non, il faut respecter l'adversaire. Franchement, c'est vrai que pour moi aussi, les 5 semaines, en tant que fan d'Ohio State, ça me fait chier de le dire, mais je pense que ça a peut-être un peu joué sur le premier quart-temps. Vous étiez pas là, quoi. Donc, à un moment, quand on vous a joué chez vous, vous étiez là direct et vous répondez du tac au tac. Là, c'est vrai que bah, il y avait peut-être ouais, le rythme tout simplement, et nous on était bien chaud. On venait de fracasser Tennessee dans le froid. Enfin voilà, c'était pas un Rose Bowl. Enfin justement, le Rose Bowl a décuplé tout ça, et puis le monde a connu Jeremiah Smith encore plus, j'ai envie de dire, mais là il a vraiment explosé totalement aux yeux du monde, quoi. Enfin, il l'avait déjà fait contre Tennessee et un peu Oui. avant dans la saison régulière, mais celui-là, vraiment, je pense que c'est un des plus. Enfin, voilà, on se souvient de GCN au Rose Bowl face à Utah, mais là, c'est quand même face au numéro un du pays. Le gamin, c'est un freshman, enfin, c'est monstrueux, quoi. Ouais, et effectivement, bah, ce match à oublier. Et moi, pour la petite anecdote, j'étais la semaine dernière justement à Columbus dans l'Ohio pour un mariage entre un fan des Ducks et un fan des Buckeyes, enfin une fan des Buckeyes, pardon. Et finalement, bah, j'ai beaucoup pris de remarques parce que forcément, on vient toujours supporter les Ducks. J'ai beaucoup pris de remarques lors du mariage voilà, de la part de fans d'Ohio State qui sont très très vocaux, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et finalement, voilà, moi je parlais toujours du match de saison régulière avec au même niveau, sans avoir les 5 semaines, comme benchmark un peu sur ça. C'est ça qui a un vrai match. On peut pas comparer le Rose Bowl. Mais bon, forcément, après, ils viennent te sortir l'argument de ouais, mais c'est parce que tu l'as perdu celui-là, et puis nous, on est champion national, et donc tu peux trop rien dire, et tu te contentes de les insulter en français pendant qu'ils ne comprennent pas ce que tu dis. Puis finalement, victoire contre Texas, et ensuite Notre-Dame au championnat national.
À la fois contre Texas et à la fois contre Notre-Dame, c'était mine de rien très très facile. Notre-Dame, ils ont potentiellement pu revenir en fin de match, mais Jeremiah Smith a encore fait une très bonne réception pour finaliser tout ça. Toi, Léo, justement, sur ces playoffs, est-ce on est d'accord pour dire, je ne sais pas si tu as la visibilité, mais c'est les playoffs les plus dominants d'une équipe dans l'histoire récente, en tout cas selon moi. Et au vu de la saison, est-ce que tu t'attendais à avoir cette équipe-là ou justement, à la fin du match contre Michigan, tu t'es dit, oula, ça pue, on arrive en playoff, mais on n'a rien. Et au final, en playoff, là, vous êtes une nouvelle équipe de nulle part avec des nouvelles ambitions, quoi. Ouais, une équipe qui vient de nulle part, mais en même temps avec des talents absolument énormes à chaque poste. Donc c'est étonnant et en même temps ça l'est pas. C'est vrai qu'en fait Ryan Day, il faut lui jeter toutes les fleurs, il a réussi à remobiliser tout le monde, à dire bon bah maintenant on a fait l'erreur, mais on y est, on est en playoff, on est chez nous. Et puis on est parti sur le run. Voilà, il le dit par exemple lors du scoop and score de Jack Sawyer. Après, Ryan Day dit bon bah là j'ai su qu'on allait gagner le championnat national parce que en fait j'ai envie de dire on marchait un peu sur l'eau parce qu'on a eu aussi beaucoup de réussite. Par exemple au début de match face à Tennessee, on a de la réussite et en fait tout de suite ça enclenche de la dynamique positive et puis ça s'arrête pas quoi. Et c'est vrai que sur Texas ça a été un match compliqué mais on s'en sort plutôt bien, mais tu te dis, bon, c'est serré, mais on mérite quand même. Et puis, on commence la finale nationale tambour battant. Donc, c'est à la fois surprenant après Michigan où tu te dis, bon, tout est mort. Et puis finalement, Ryan Day a réussi à remobiliser ce groupe absolument énorme, cette défense qui a été absolument géniale toute la saison. Et donc, du coup, elle nous porte et l'attaque qui a enfin montré son plein potentiel avec une ligne offensive qui est un peu plus, comment dire, c'est pas qu'elle protégeait pas Will Howard en début de saison ou même pendant la saison régulière, mais sur le jeu au sol, on a été vraiment, on a su mettre l'impact quand il fallait, et ensuite dans les airs, ça s'est ouvert assez rapidement, enfin, et plutôt bien. Donc c'est voilà. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'était une autre saison et c'était une autre façon de jouer en playoff, etc. Et puis bon, on sait que Chip Kelly, moi pour l'avoir connu en tant que coach à Oregon, il fait du travail de qualité. Et votre défense, tu parlais tout à l'heure justement d'une des meilleures défenses du pays. C'est vrai que le nombre de playmakers qu'il y avait et en plus le coordinateur défensif, Jim Knowles, ça a fait du très très bon travail. Maintenant qu'on en a fini de cette saison 2024, on est sur une. Je ne vais pas dire que c'est une année de reconstruction parce que voilà, c'est toujours Ohio State, c'est toujours une grande équipe, mais il y a eu quelques mouvements sur cette off-season, notamment le départ de Jim Knowles, le defensive coordinator qui a été remplacé par Matt Patricia. Donc voilà, c'est pas non plus le Joel Clodo qui reprend les rênes du programme en défense, mais Jim Knowles c'est emblématique de Ohio State et c'est surtout un des meilleur coordinateur défensif du pays, si ce n'est le meilleur. En fait, je vais même pas dire c'est le meilleur. Donc ça fait très mal, selon moi, le départ de Jim Knowles. Et on a également le départ de Chip Kelly, qui était le coordinateur offensif, qui est remplacé par Brian Hartline, hein, qui avait déjà été coordinateur offensif, il me semble, il y a quelques années. Brian Hartline, pour ceux qui le savent, qui ne le savent pas, c'est le meilleur recruteur et surtout le meilleur coach de receveurs du pays. C'est celui qui a formé les Jeremiah Smith, Jackson Smith and Jigba, tous les plus grands joueurs receveurs étant passés par Ohio State ont été formés par ce mec-là. Donc c'est vraiment une très très grosse pointure. Léo, c'est ces deux départs qui te font moi, personnellement, ça me ferait mal de perdre ces deux coordinateurs. Est-ce que tu vois quand même du positif avec le recrutement de Matt Patricia en défense, qui est très expérimenté, et Brian Hartline, qui passe quand même coordinateur offensif, un poste qu'il avait déjà occupé?
Forcément, Jim Knowles, je pense que c'est la plus grosse perte parce qu'il avait vraiment réussi à réinstaller une défense dominante à Ohio State, parce qu'on se prenait des brins absolument terrifiants au début de l'ère Ryan Day, et puis une fois qu'il l'a fait venir, on en prenait moins, et jusqu'à l'année dernière où c'était déjà très très fort, mais cette année, effectivement, c'était le meilleur cordeau défensif du collège football. Après, départ de Chip Kelly, bon, c'est embêtant. Malgré tout, comment dire, c'était. Enfin, moi, je suis pas très étonné. Et puis, en fait, c'est quand même dans la même filière que Ryan Day. Et donc, la repromotion de Brian Hartline n'est pas très étonnante. Et donc, du coup, là, cette fois-ci, il va avoir le play calling. Ce qu'il n'avait pas c'était en 2023. Donc du coup, là, ça change aussi pas mal de choses. Mais je suis très content que Brian Hartline prenne les rênes de cette attaque, définitivement. Bien sûr, Ryan Day sera toujours là, surtout avec les quarterbacks, etc. Et puis Matt Patricia, c'est quand même une belle prise, après avoir ce qu'il donne en collège football. Effectivement, le nom, en tout cas, pour moi, c'est un bon choix. Après, il y avait eu peut-être de meilleurs profils en collège football à ramener, mais bon, Ryan Day fait ses choix et je trouve que c'est plutôt un bon choix en tout cas. C'est ça. Globalement, on n'est pas sur, on passe pas de tout à rien. Il y a au moins de la continuité. En parlant de changements, on avait parlé des changements sur le coaching staff. Il y a quand même un départ de beaucoup de joueurs. Il y a eu 14 joueurs draftés, hein. Ça égalise un record pour un programme de college football. Donc on est sur 14 joueurs draftés. On a du quarterback, du running back, du receveur, de la O-line, de la D-line, du linebacker, des DB. Tous les côtés du terrain ont été pris en même temps. 14 joueurs draftés, généralement, ça fait 14 titulaires sur 22. On sait bien que ça fait une grosse partie de l'effectif. Donc ça va être intéressant à voir tout ce renouveau, notamment un renouveau au poste de quarterback, un renouveau sur la ligne offensive, un renouveau sur le running back, etc. Voilà, il y a beaucoup de nouveaux profils qui vont devoir step up, hein, comme on dit. Et on a des arrivées qui sont sans expérience, on va dire. Les arrivées de la classe 2025 au niveau recrutement lycéen, c'est la 4e classe du recrutement lycéen. Ils ont 3 5 étoiles, hein, le QB Teven Sackler, le cornerback Devin Sanchez et le receveur Quincy Porter, hein, comme d'habitude, des 5 étoiles comité Ohio State sur le poste de DB et de receveur. C'est pas étonnant. Sinon, ils ont également 18 commits qui sont 4 étoiles. Donc voilà, c'est une très bonne classe de recrutement, 4e au pays, top 5. Sur la transfert, beaucoup moins de hype que le recrutement lycéen. Les 3 plus gros noms, je vous les donne, hein. Max Clair, le tight end de Purdue. On a le Philippe Daniels, le tackle de Minnesota. Et on a le edge Bo Atkinson de North Carolina. Cette classe, c'est la 24e, il me semble, ou la 25e classe du pays. Donc, ce n'est pas une classe de transfert qui est super performante, on va dire. Ça va être des très bons joueurs, hein. Mine de rien, Max Clair de Purdue, le tight end, ça va être un très fort joueur. Mais voilà, on n'est pas sur la classe de recrutement comme on pourrait avoir avec le transfert, comme à Oregon, par exemple. Léo, je te propose de passer sur un état des lieux de l'effectif. J'en ai parlé un peu dans ces mouvements d'intersaison. Un effectif qui rajeunit assez fortement. Et la plus grosse question dans tous les programmes, c'est voilà, qui va être le quarterback. On est fini Will Howard. C'était une très bonne saison de Will Howard. Maintenant, qui va starter? Est-ce que ça va être Julian Sein, un top 10 recrue de l'année dernière, au poste de quarterback, ou ça va être quelqu'un d'autre? J'ai vu aujourd'hui, tu avais fait un petit post justement sur d'autres quarterbacks qui pouvaient rentrer dans la bataille. Tu mettrais ta pièce sur qui? Et est-ce que tu as confiance, sachant qu'on ne les a pas vraiment vus jouer? euh, voilà, ça devient selon toi? Ouais, effectivement, le poste de quarterback pour cette année se jouera entre Julian Sayin et Lincoln Kienholz. Donc, pour moi, je mets ma pièce sur Julian Sayin, qui est un sophomore de la même classe que DJ Lagoué ou Dylan Raiola.
mais qui était classé dans la même range. Donc j'ai envie de dire, je suis plutôt confiant de ce qu'on voit sur ses lancers. Enfin, c'est une quick release. Il est assez impressionnant, je trouve. Il est un bras extrêmement rapide. Il a l'air extrêmement précis aussi. Après, ça fait pas tout. Et comme je disais, c'est une bataille à deux avec Likon Kili-Oz, qui lui, pour coup, est un redshirt sophomore, qui a joué vraiment un match, c'était le Cotton Bowl face à Missouri. Je ne rappellerai pas le score, mais en fait, il était derrière une ligne offensive absolument décimée, et puis il était finalement que freshman, donc que true freshman, et il prend les rênes d'une attaque après la blessure de Devin Brown. Bref, c'est un QB qui semble très très physique, qui fait 6-3 alors que Julian Sayin fait 6-1. Voilà, moi je mettrais ma pièce sur Sein, mais attention à Likon Kinu-Oz, et Ryan Day aime toujours mettre ses quarterbacks en compétition, sauf lors des époques CJ Stroud et même Fields. Après, quand ça a été McCord, il a mis en concurrence. Pareil pour Will Howard. Et l'année dernière, même, il disait que Julian Sein pouvait dépasser Will Howard. Bon, ça s'est vite calmé, ces rumeurs, mais même Will Howard, il dit non, sa balle, elle est différente. Il est assez impressionnant aux entraînements, il manque d'expérience forcément, mais enfin, tous ses coéquipiers de la draft, qui sont partis à la draft, voient Julian Sayin. Mais je ferme pas la porte à Lincoln Kinu-Oz parce que ça peut être intéressant aussi. Ouais, et est-ce que justement, on en parlera dans le calendrier, mais moi personnellement, quand c'est un QB qui a très très peu de répétitions et qui surtout en ouverture jouait Texas, qui est une équipe très performante, qui a également une défense qui est plus que au point, ça risque d'être assez compliqué. Donc je pense que mettre en compétition, ça va durer quelques temps seulement parce que après, il va falloir que le quarterback qui aura le poste de numéro 1 prenne toutes les reps possibles à l'entraînement pour essayer d'être au mieux préparé. Donc, même si ce n'est pas une compétition qui est ouverte, ça ne durera pas tout l'été, en tout cas selon moi. Au poste de running back, il y a les deux top running backs, hein, Quinton Jenkins et Trevor Anderson, qui sont partis. J'ai pas trop d'informations sur le reste de la profondeur de l'effectif. Est-ce que tu es confiant sur le poste de running back? Donc oui, effectivement, je lis et j'entends beaucoup hors médias d'Ohio State que la room des running backs n'est pas si profonde que ça, etc. Moi, le running back numéro un qui devrait être James People, moi, à chaque fois que je l'ai vu prendre le ballon sur les reps qu'il avait derrière Jenkins et Anderson, à chaque fois, il m'a impressionné. Il me fait penser à J.K. Dobbins sur certaines façons, gabarit, foulée, etc. Enfin, vraiment, je suis un gros fan, j'ai vraiment hâte de le voir. Et puis, on a aussi le transfert de West Virginia, CJ Donaldson, qui n'a pas le même gabarit et qui devrait être. Enfin, je vois bien un bon one-two punch, en tout cas. Je, suis je suis assez serein sur cette room-là. Et puis, en fait, on a trois running backs freshmen. On sait que bon, les running backs, parfois, bah, tu peux avoir beaucoup de blessés et donc du coup, ça peut vite aller chercher dans ta depth chart. Mais moi, vraiment, là, c'est pareil. Sur les freshmen, on a comment dire, des profils très différents avec Bo Jackson ou Anthony Turbo Rogers. Et puis, on a aussi William Dixon. Enfin, en tout cas, je suis assez serein, moi, sur cette running back room et sur l'attaque en général, en fait. Bah ouais, tu m'étonnes en même temps quand tu as le meilleur joueur du pays, 100% sûr, hein, le meilleur joueur du pays, potentiel Iceman, en la personne de Jeremiah Smith, qui est le meilleur receveur qui sortait du lycée, le meilleur receveur freshman. Là, ils ont un trou sophomore, hein, donc il restera 2 ans en plus à Jeremiah Smith. Voilà, en tout cas, tu es sûr que tu es totalement bon.
Kernel Tate également, le receveur, il s'en va vers une bonne saison et potentiellement un premier tour de draft également. Et en plus, du coup, on a le transfert de Purdue, le tight end, Max Clair, qui va pouvoir apporter de l'expérience également, des très très bonnes mains. Donc moi, c'est une receiving room sur laquelle j'ai aucun problème, les yeux fermés. Julian Sain ou peu importe qui startera va pouvoir lancer la balle un peu dans les airs et quiconque l'attrapera. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment aider à un QB sans trop d'expérience. Malheureusement, la question, ça reste la question de la O-line. Léo, la O-line l'année dernière, c'était la 63e meilleure ligne du pays selon PFF. Donc 63e ligne du pays, déjà, c'est pas fou. Et en plus, tu as le départ de tes 3 top joueurs sur la O-line. Hein, tu perds ton tackle, ton guard et ton centre qui était notamment un des finalistes pour le Remington Award. Ça fait beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est la grosse question à venir, surtout en attaque, surtout avec un QB sans expérience. Léo, comment tu la sens cette O-line? T'as des échos, toi, de ton côté? Alors, moi, sur l'intérieur de la ligne, j'ai pas trop de doutes parce que on a des retours. On a notre centre Carson Hinsman qui est vraiment monté en puissance après la blessure de McLaughlin, qui vraiment pour moi sera starter. Et ensuite en left guard, on aura Luke Montgomery qui pareil a vraiment fait des très très bons playoffs et Tegra Chabola qui tournait sur le poste de guard droit avec Austin Sierwild. Ce dernier Sierwild a montré de très très gros efforts pendant l'intersaison et sera très certainement tackle, sûrement droit, mais j'ai pas encore de certitude là-dessus en tout cas. Mais sur l'intérieur de la ligne, je pense que ça ne bougera pas sur les noms que j'ai dit. Et effectivement, on a l'arrivée de 2 tackles sur le transfert. Donc plutôt sur le poste de tackle gauche, donc soit Ethan Onyama ou soit Daniel Philippe. Mais tout ça, on va le voir pendant le training camp. Mais là, c'est pareil, on a aussi changé de coach de la O-line. Le précédent, j'ai perdu le nom, est parti pour le même poste chez les Cardinals de l'Arizona. Donc nouveau coach, ce qui permettra d'avoir peut-être un meilleur recrutement, car sur les dernières années, Ohio State ne recrute pas excellemment bien sur la ligne offensive. Ouais, en tout cas, c'est vrai que pour un QB qui est très jeune, ça va être, je pense, compliqué, une O-line qui est pas super performante. Mais j'espère en tout cas que ça va aller pour celui qui startera. Si on passe de l'autre côté du ballon, le départ de Jim Knowles est également coïncide avec le départ de beaucoup de joueurs en défense, à la fois à la draft et à la fois également sur le portail aussi. Euh, En joueur majeur et toute la D-line, on va dire, s'en va. Euh, Léo, est-ce que t'as des échos justement sur la D-line? J'ai pas vraiment de profondeur en tête. Je sais qu'il y a quelques transferts remplaçants qui sont partis. Donc, qui est-ce que tu penses va dominer sur cette D-line et être un des leaders de l'escouade? Effectivement, beaucoup de départs sur la ligne défensive. Normalement, le leader de cette défense en global sera bien sûr Caleb Downs. Pour la ligne défensive, ce sera Keyenta Jackson Jr., Redshirt Jr., qui était barré par Jack Sawyer et JT Tuimoloau depuis 1 voire 2 ans parce qu'il montrait de très bonnes choses et là il va pouvoir montrer tout son potentiel. Après c'est vrai que la profondeur sur la D-line sera probable, enfin pour moi est le plus gros défaut de ce roster. On a un gars aussi de l'autre côté avec Caden Curry qui fera aussi très bien le taf. Mais vraiment, la plus grosse question sera sur l'intérieur de cette ligne défensive, malgré vraiment des très gros talents, hein, qu'on soit bien clair, mais sans
une grande expérience et avec un nouveau cordeau. À l'intérieur de la ligne, on va attendre un Edric Johnson et un Kaiden McDonald. Et on a aussi, enfin, et c'est là où je ne connais pas plus que ça la profondeur à l'intérieur parce que derrière les noms, c'est des red shorts. Enfin, il y a un redshirt sophomore, je lisais le nom que je connaissais même pas, tu vois. Donc forcément, c'est plus compliqué. Et je reviens aussi sur le poste de Edge et de Rusher. On a l'arrivée de Bo Atkinson en provenance de North Carolina. Franchement, je suis pas non plus très convaincu. Il fera le taf, mais non, de gros doutes sur la DL. Ouais, mais heureusement que vous allez avoir un peu d'aide sur le front seven avec le retour de Sonny Styles. Le linebacker a plus de 100 plaquages l'année dernière, hein, quand même un très très bon joueur. Sonny Styles qui revient pour sa saison, c'est sa saison senior, hein. Il risque d'être très très performant. Il a été bougé de safety à linebacker récemment. Donc c'était sa première année, deuxième année qui va être, je pense, encore plus d'expérience. Ça va être très très bien pour lui. Et l'avantage, c'est qu'il va pouvoir aller faire du coverage en même temps, un peu à l'image à l'époque, Jeffrey Bassa à Oregon, quand il est passé de safety à linebacker. Un très très bon plaqueur qui en même temps va pouvoir couvrir. Ça va bien bien aider sur le front seven. Et bah, dans le backfield défensif, comme tu l'as dit, Léo, il y a Caleb Downs qui est le deuxième meilleur joueur du pays selon moi. C'est bien d'avoir les deux meilleurs joueurs du pays de l'année dans son équipe et surtout sur les deux côtés du terrain. Caleb Downs, pour le petit fun fact, je l'ai vu quand je faisais ma visite de The Show à Ohio State. Je l'ai vu en train de faire des shootings photos dans le couloir. Donc voilà, c'était sympa, mais c'est vrai qu'il a l'air. C'est des gars qui sont pas bâtis comme nous. Et donc, clairement, on est sur un très très bon profil. Ceux qui aiment la draft, vous allez forcément vous régaler. Mais ceux qui aiment le college football, vous allez encore plus vous régaler parce que on a un joueur qui est parmi les meilleurs joueurs défensifs du pays, si ce n'est le meilleur joueur défensif à venir. Euh, et on a également Igbinosun, hein, qui avait fait une saison plutôt correcte, qui s'en vient sur on va dire des rôles de leader. Toi, Léo, si tu devais faire un récap on va dire, de tes trois joueurs à suivre, attaque, défense, peu importe, ça serait qui pour toi cette année? Euh, bah, qui d'autre que Jeremiah Smith? Enfin, j'ai du mal à dire un autre nom parce que c'est tellement exceptionnel ce qu'il a fait. On attend de lui qu'il devienne Iceman, tout simplement. Après, est-ce que ça se fera? Est-ce que ses connexions à le QB seront bonnes? On verra, mais forcément, ça sera lui. Après, j'attends aussi dans le duo de linebacker avec effectivement Sonny Styles, j'attends aussi beaucoup de Harvell Reese, un prototype physique, mais absolument monstrueux, qui va aussi faire beaucoup de dégâts et qui, déjà l'année dernière, toquait à la porte, mais il y avait Cody Simons, senior, qui était trop bon pour être délogé, mais il a montré des flashs vraiment énormes dès qu'il a eu des minutes. Donc en attaque, J.J. Smith et en défense, j'ai envie de dire Harvell Reese parce que vraiment j'aime son physiquement, vraiment j'adore. Techniquement, il est peut-être à polir, mais avec notre coach James Laurinaitis, pardon, j'ai coupé le mot. Laurinaitis, putain, j'ai perdu le nom, mais je pense vraiment qu'il va pouvoir se développer et vraiment exploser au grand jour, surtout avec un Sony Style à côté. Effectivement, la DL est plus faible, mais avec ce couple de linebackers, on va peut-être pouvoir vraiment step up finalement. Ouais, carrément. En tout cas, la défense hein, sera un peu moins bonne que l'année dernière, comme l'attaque sera un peu moins bonne que l'année dernière. Donc, c'est un effectif en renouvellement. Mais
il y a des très bonnes, ça présage de bonnes choses pour l'année suivante, en fait, pas cette année à venir, mais pour l'année suivante. L'année 2026, ça prévoit une très très grosse équipe, un très gros effectif, avec des joueurs qui sont jeunes cette année, qui vont prendre beaucoup de répétitions. Et puis cette saison, le calendrier, mine de rien, il est plutôt en demi-teinte. Euh, Maintenant qu'on a fini la partie review de l'effectif, il nous reste la partie un peu prédiction pour cette année. Je vous fais le calendrier. On a Texas à domicile en ouverture, hein, donc ça va. Ça sera à 18h heure française. On va pouvoir se régaler dans tous les cas. Mais Ohio State ouvre sa saison contre Texas à domicile. Ensuite, ils reçoivent Grambling et Ohio. Ils se déplacent à Washington le 27 septembre. Ils reçoivent Minnesota. Ensuite, ils se déplacent à Illinois et à Wisconsin. Ils reçoivent Penn State. Donc ça, c'est plutôt un bon avantage. Ils se déplacent à Purdue. Ils reçoivent UCLA. Ils reçoivent également Rutgers. Et ils finissent par se déplacer à The Big House, contre Michigan, dans le dernier match de la saison, qui est toujours cette rivalité, hein, en tout cas. Un calendrier, Léo, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, mon avis, c'est que vous avez quand même de la chance de ne pas avoir tous les grosses équipes, mais vous avez quand même Texas, Penn State et, mine de rien, Michigan qui peut toujours être un match compliqué avec la rivalité. Euh, L'avantage de Texas et Penn State, c'est que vous les avez à domicile. On sait que The Shoe, c'est pas non plus la meilleure atmosphère du college football. On l'a vu contre Tennessee. Mais Texas à domicile, ça va vous faciliter la tâche. Et également Penn State à domicile, c'est toujours un peu plus facile. Toi, Léo, qu'est-ce que tu en penses de cette saison? Et un peu tes prédictions, voilà. Comme tu l'as dit, probablement cette saison va préparer la saison prochaine. Et donc du coup, c'est vrai que le calendrier, à proprement parler, n'est pas super compliqué. Après, le match contre Texas, j'ai envie de dire qu'on sera pas. Enfin, je ne sais, j'ai pas regardé les bookmakers, mais pour moi, on ne sera pas favori. Après, je pense que on va enchaîner Grambling, Ohio, Washington, Minnesota. Illinois où Lillibug Trophy revient depuis 2018. Moi, je l'attendais. C'est un trophée que j'aime beaucoup et que je trouve très sympa. Et je trouvais ça dommage de l'avoir perdu. Et ensuite, bon, Wisconsin, le match à Penn State avec le retour de Jim Knowles. On va voir s'il va complètement déjouer Ryan Day et Brian Hartline. Et puis bon, perdu UCLA, Rutgers, normalement ça devrait le faire. Et c'est vrai que le match à Big House qui va être, pour moi, encore une fois, que par là, ça ferait encore très très tâche si on le perd celui-là. Euh, Là c'est pareil, c'est toujours compliqué de pronostiquer ce match. Donc après, est-ce que j'enchaîne sur le prono? Oui, vas-y, fais-moi ton prono, hein. T'es plutôt très positif, moins positif. Est-ce que voilà, 10 victoires, 11 victoires, 12 victoires sont des faites si jamais tu veux le tenter, hein. Non, je dirais pas 12 victoires, hein, mais je vois bien, allez, 11-1 et défaite d'entrée à Texas, et puis ensuite on enchaîne. Mais bon, ça c'est mon côté fan qui parle, parce qu'on peut perdre Texas, parce qu'on peut se faire surprendre à Washington et ou à Illinois ou Wisconsin. Franchement, c'est pas des déplacements simples. Donc, ouais, le fan va dire 11-1. Et moi, le non-fan, je vais dire 10-2. 10-2 parce que je vois une défaite contre Texas et contre Penn State.
L'avantage de Penn State, c'est que ça joue à domicile, mais Penn State, ça va être une équipe très très solide cette année. La preview va sortir prochainement, mais je pense que Penn State est un grand favori au titre de Big Ten, surtout avec les joueurs qui reviennent, et eux, ils ont beaucoup plus d'expérience. Et finalement, ils ont Jim Knowles en coordination défensive qui va être sur son meilleur jour, je pense. Donc voilà, une défaite à Texas, enfin contre Texas et contre Penn State. Malheureusement, tous les deux, ça sera à domicile. Mais voilà, je ne vais pas non plus pronostiquer un 9-3 parce que je pense que la qualité de Ohio State, elle reste quand même là. Moi, je vais essayer d'aller voir enfin, j'ai été invité en tout cas au Penn State, Ohio State, par la famille dans laquelle j'avais été là pour le mariage. Je ne sais pas si je vais encore pouvoir y aller avec les congés, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais essayer d'aller faire. Et j'ai bien hâte en tout cas de voir cette saison. Léo, un petit dernier mot pour clôturer cette preview. Une chose à dire, est-ce que tu vas faire les live tweets, est-ce que tu vas tenter d'aller voir des matchs, peu importe. N'hésite pas, ce que tu as sur le cœur, tu as le temps, le champ libre. Non, non, je ne vais pas pouvoir cette année encore me déplacer à Columbus. J'y suis jamais allé et c'est un de mes objectifs très clairement. Je vais essayer de suivre la saison au maximum et effectivement live tweet tout ce que je pourrais live tweet. Voilà, un grand merci Robin en tout cas de m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir. Moi je suis auditeur The Trick Play depuis assez longtemps, quasiment la création du podcast et je suis toutes mes drafts là-bas, enfin chez vous, donc ça fait bien plaisir de pouvoir d'avoir enregistré cette preview et qui était une de mes premières previews à l'oral comme ça. Donc merci à toi en tout cas. Eh ben, avec plaisir. En tout cas, tu as fait un très bon boulot, Léo. Et je te remercie pour ta disponibilité. Et je te souhaite une bonne saison. Et puis, je te souhaite et je nous souhaite de nous retrouver en finale de Big Ten ou au moins en playoff pour se régaler. En tout cas, je pense que cette saison d'Ohio State, elle va être marquée un peu comme Oregon, une reconstruction, mais plutôt pas vraiment une reconstruction, un rechargement. Et ça va être très, très intéressant à suivre. Je vous remercie pour votre écoute et puis on se dit à la prochaine.